En 1938, dans son ouvrage L'économie du bien-être, l'économiste Arthur Cecil Pigou développe le concept d'externalité entrevu avec son mentor Alfred Marshall. Une externalité est l'action ou l'activité d'un agent économique qui affecte le bien-être d'un autre agent. Il y a des externalités positives, celles qui améliorent le bien-être collectif, et des externalités négatives qui le détériorent. Le marché ne prend pas en compte ces externalités, si bien que bien-être privé et bien-être collectif divergent. Dans le cas d'externalités négatives, le coût social est supérieur au coût privé, et pour Pigou, l'optimum de bien-être social ne peut être atteint que par la taxation du responsable de l'externalité pour l'obliger à réduire son activité. Il s'appuie sur l'exemple de la pollution qui sévit à Londres pour illustrer son propos. Dès lors, la solution d'une taxation du pollueur s'est peu à peu imposée comme une option envisageable dans la lutte contre toutes sortes de pollution. Cependant, en 1960, Ronald Coase critique l'approche de Pigou et propose la création d'un marché de droits de propriété sur les externalités, solution qui, d'après lui, pourrait s'avérer dans certains cas plus efficace. Suivant cette analyse, l'économiste canadien John Dales propose en 1968 la création d'un marché de quotas échangeables pour réguler la pollution des grands lacs canadiens. Alors, taxe pigouvienne ou droit à polluer? Comment choisir entre ces deux solutions pour régler le problème des externalités? La réponse n'est pas si simple. Voyons ça d'un peu plus près. Il existe 3 solutions pour régler le problème des externalités: la norme, la fiscalité et le marché. Les problèmes de pollution peuvent en effet être corrigés par l'établissement de normes. L'État fixe tout simplement le volume maximal de polluants qu'une entreprise peut émettre. Cela suppose que l'État soit en mesure de déterminer précisément quel est le niveau optimal de pollution. D'autre part, avec ce système, on n'incite pas les entreprises à innover pour être moins polluantes. À côté de la norme, il existe d'autres moyens pour réguler la pollution, tels que la fiscalité et le marché. Arthur Cecil Pigou est le premier à avoir posé et analysé le problème des externalités dans le cadre de l'analyse économique dominante à l'époque, à savoir la théorie néoclassique, qui est encore de nos jours le cadre de référence. Selon l'analyse néoclassique, le revenu marginal de la production est décroissant, c'est-à-dire qu'une unité supplémentaire de production génère de moins en moins de revenus à mesure que le niveau de la production augmente, ce que l'on peut matérialiser par une droite décroissante sur le graphique suivant, où la quantité produite est en abscisse et le prix en ordonnée. En l'absence de coût de production, le profit se confond avec le revenu total, c'est-à-dire le chiffre d'affaires. Le profit est donc maximal quand le revenu marginal est nul. Évidemment, l'entreprise doit faire face à des coûts qui augmentent avec le niveau de production. On considère ici qu'une unité supplémentaire de production coûte de plus en plus à mesure que le niveau de production augmente. Autrement dit, que le coût marginal de la production est croissant. Le point d'intersection entre les droites de revenu marginal et de coût marginal donne les niveaux de prix et de production qui maximisent le profit de l'entreprise. En situation de concurrence pure et parfaite, toutefois, on sait que le revenu marginal d'une entreprise quelconque du marché considéré est égal au prix de marché et que ce prix est une constante pour elle, si bien que son niveau de production optimal se situe là où son coût marginal est égal au prix de marché. Notons que si le prix du marché était plus élevé, l'entreprise industrielle serait incitée à produire plus, jusqu'à ce que son coût marginal égalise de nouveau le prix. Le coût marginal est donc la courbe d'offre de l'entreprise. Le problème est que le coût pour l'entreprise est inférieur au coût pour la société, lorsque l'activité de l'entreprise engendre des externalités négatives. Supposons par exemple que l'entreprise considérée déverse des déchets industriels dans une rivière. Une entreprise de pêche qui se trouve sur la rivière va voir son chiffre d'affaires affecté par les rejets de cette entreprise industrielle. Plus l'entreprise industrielle produit, plus les déchets sont importants et plus le coût pour l'entreprise de pêche est élevé. L'activité de l'entreprise industrielle entraîne donc un coût externe que l'on peut matérialiser sur le graphique par la droite suivante. Il s'agit ici du coût marginal externe,
qui mesure le coût externe supplémentaire dû à une unité de production additionnelle de l'entreprise industrielle. Si l'on additionne le coût marginal de l'entreprise industrielle et le coût marginal externe, on obtient le coût marginal social. On voit alors que, dans son ensemble, la situation n'est pas optimale, puisque le coût marginal social est supérieur au coût marginal privé. Il faut que la production de l'entreprise industrielle diminue jusqu'à ce que le prix soit égal au coût marginal social pour que l'optimum soit atteint. En diminuant sa production, l'entreprise industrielle réduit le coût marginal externe induit par le rejet de ses déchets. Mais l'entreprise industrielle n'a pas intérêt à le faire, car elle ne maximise plus son profit dans ce cas-là. La solution de Pigou consiste alors à faire supporter par l'entreprise le coût de ses externalités en lui imposant une taxe du même montant. C'est le principe pollueur-payeur. Avec cette taxe, égale au coût externe, le coût marginal privé va se confondre avec le coût marginal social. Et l'entreprise, au niveau de production Q1, ne maximise plus son profit car son coût marginal est alors supérieur au prix de vente. Pour rétablir l'optimum, l'entreprise doit réduire son niveau de production jusqu'au niveau d'égalité entre prix et coût marginal social. Si on raisonne au niveau du secteur auquel appartient l'entreprise industrielle, on a une courbe de demande décroissante, c'est-à-dire que la consommation n'augmente que si le prix du produit diminue. L'offre globale du secteur est en revanche croissante par rapport au prix. La production globale du secteur est égale à Q1, qui correspond au niveau de production où le prix unitaire et le coût marginal de la production sont égaux. Toutefois, le coût de production des entreprises du secteur n'est pas le coût global pour toute la société, car il faut y ajouter le coût externe qui résulte des déchets rejetés dans les rivières. On obtient ainsi la courbe du coût marginal externe, en additionnant à chaque niveau de production le coût marginal externe de chaque entreprise de pêche. Si on ajoute au coût marginal de production du secteur le coût marginal externe, on obtient le coût marginal social. On voit par conséquent qu'il y a une surproduction ou surconsommation par rapport à l'optimum social qui se situe en Q étoile, c'est-à-dire au niveau d'intersection entre la courbe de demande et celle du coût marginal social. L'aire du triangle rouge mesure la perte de bien-être de la société. Pour atteindre l'optimum social, en présence d'externalités négatives, il faut donc diminuer le niveau de production jusqu'à Q étoile dans notre exemple. Comme nous l'avons dit précédemment, cela peut se faire de 3 manières différentes. Par l'établissement de normes, une interdiction pure et simple de dépasser un certain quota d'émissions, par la taxation des émissions, solution imaginée par Pigou, ou encore par la mise en place d'un marché de droits d'émission ou droit à polluer, solution imaginée par Ronald Coase. Supposons que 2 entreprises émettent chacune 1000 tonnes de polluants. Le niveau des émissions est donc de 2000 tonnes au total. Si l'État veut réduire cette quantité à 800 tonnes, il peut tout simplement décréter que chaque entreprise ne doit pas rejeter plus de 400 tonnes. Pour l'entreprise 1, le coût de la réduction d'une unité d'émission par niveau d'émission est représenté par la droite suivante. Il s'agit du coût marginal de réduction des émissions de l'entreprise 1. On voit que le coût marginal est d'autant plus faible que le niveau de pollution est élevé. Si aucune réglementation n'oblige l'entreprise à dépolluer, le niveau de pollution qui maximise son profit est 1000 et le coût marginal de réduction est nul. À partir de ce point, le coût pour l'entreprise qui est contrainte de réduire de 200 tonnes son niveau de pollution est donné par l'aire du polygone bleu. Plus elle va devoir fournir des efforts pour réduire sa pollution, plus le coût pour y parvenir va être important. Si on lit le graphique de gauche à droite, le coût marginal de réduction peut aussi être vu comme l'avantage marginal à polluer. En effet, partant d'un niveau d'émission égal à 500 tonnes, si l'entreprise est autorisée à augmenter son niveau de pollution jusqu'à 600 tonnes, elle va réaliser un montant d'économie correspondant à l'aire du polygone mauve. Traçons à présent le coût marginal de réduction pour l'entreprise 2. Supposons que l'État, plutôt que d'imposer à chaque entreprise un quota d'émission de 400 tonnes, ait décidé de les taxer à hauteur de 27 € la tonne. Compte tenu de ce niveau de taxe, l'entreprise 1 aura intérêt à réduire son niveau d'émission de 450 tonnes par rapport au 1000 initial. C'est au niveau de 550 tonnes d'émissions que son coût marginal de réduction est égal à la taxe. Si elle réduisait encore de 50 tonnes son volume d'émission, elle économiserait les 27 € de taxe par tonne, mais verrait son coût augmenter d'un montant supérieur qui correspond à l'aire du polygone bleu. Si elle augmentait de 50 tonnes son volume d'émission,
Cela lui coûterait 27 € de taxes par tonne, un montant supérieur à l'économie réalisée sur le coût marginal. Par conséquent, son niveau de pollution optimal est bien de 550 tonnes. L'entreprise 2 aura elle intérêt à réduire son niveau d'émission de 750 tonnes par rapport au 1000 initial. Avec un niveau de taxe à 27 € par unité d'émission, l'entreprise 1 émet donc 550 tonnes et l'entreprise 2 250 tonnes, ce qui correspond à la limite fixée par l'État, soit 800 tonnes au total. On peut se poser la question de savoir quelle est la meilleure solution entre un quota à 400 tonnes ou une taxe à 27 € la tonne. Dans les deux cas, le niveau de pollution souhaité est bien atteint, mais la solution du quota d'émission entraîne un surcoût. En effet, si l'entreprise 2, en passant son niveau d'émission de 250 à 400 tonnes, voit son coût se réduire d'un montant correspondant à l'aire du polygone vert, en revanche, pour l'entreprise 1, le passage de 550 tonnes à 400 tonnes lui coûte un montant supérieur à la réduction obtenue par l'entreprise 2, montant qui correspond à l'aire du polygone bleu. Dans ce cas, si la norme permet bien d'atteindre un niveau d'émission total égal à 800 tonnes, la taxe est une meilleure solution, car elle permet d'atteindre le même résultat pour un coût global moindre. Le choix entre la norme et la taxe n'est pas toujours évident. Il va dépendre notamment du niveau de connaissance du régulateur quant au coût des externalités et au coût que les entreprises doivent supporter pour les réduire. Plutôt que d'imposer une norme ou d'appliquer une taxe, l'État peut aussi choisir de fixer la quantité de pollution maximale et de laisser le marché déterminer lui-même le prix d'équilibre. Cette solution s'inspire des travaux de Ronald Coase. Concrètement, l'État fixe un plafond de pollution qui peut être dégressif avec le temps. Il va ensuite attribuer à chaque entreprise un certain nombre de droits à polluer, qu'on appelle aussi quotas ou permis d'émission, qui pourront être échangés sur un marché créé à cet effet. La totalité des droits attribués correspond au plafond d'émission voulu. La répartition initiale de ces droits entre les entreprises relève de la décision de l'État. Pour revenir à notre exemple, supposons que l'État décide d'attribuer des droits à polluer jusqu'à 800 tonnes, à parts égales, entre les entreprises 1 et 2. Chaque entreprise reçoit donc 400 tonnes de droits à polluer. Si un droit équivaut à 1 tonne, elles reçoivent donc chacune 400 droits à polluer. Comme les entreprises n'ont pas le même coût marginal de réduction, on voit bien sur le graphique que l'entreprise 1 a intérêt à acheter des droits à l'entreprise 2 à un prix inférieur à son coût marginal, soit 36 €, et l'entreprise 2 à les lui vendre à un prix supérieur à son propre coût marginal, soit 21,6 €. Si, par exemple, les deux entreprises se mettent d'accord pour s'échanger 100 tonnes, l'entreprise 1 va se retrouver ainsi avec 100 droits de plus et l'entreprise 2 avec 100 droits de moins. Le coût marginal de l'entreprise 1 est encore supérieur à celui de l'entreprise 2. Les deux entreprises ont donc intérêt à s'échanger des droits à un prix compris dans la nouvelle fourchette. L'intérêt de l'échange disparaît quand les coûts marginaux de réduction des deux entreprises s'égalisent, ce qui intervient quand l'entreprise 1 dispose de 550 droits et l'entreprise 2 de 250 droits. Dans cette situation, il n'y a plus d'avantage mutuel à l'échange de nouveaux droits. En effet, l'entreprise 1 aurait seulement intérêt à acheter à un prix inférieur à 27 et l'entreprise 2 seulement à vendre à un prix supérieur, et inversement. Dans un marché en concurrence pure et parfaite, le prix d'équilibre est celui qui correspond aux coûts marginaux des entreprises du marché. Donc le prix d'échange des 150 droits d'émission entre l'entreprise 1 et l'entreprise 2 est de 27 €. En vendant 150 droits à l'entreprise 1, l'entreprise 2 touche un revenu égal à 4050 €, soit 150 droits à 27 €, mais devra fournir un effort pour réduire sa pollution qui lui coûtera 3645 €. L'entreprise 2 touchera donc un revenu net de 405 €. On constate que l'émission de droits à polluer permet de se retrouver dans la même configuration qu'avec l'établissement d'une taxe à 27 €. On a vu qu'à ce niveau de taxe, le volume de pollution cible était atteint et que le coût pour les deux entreprises était minimisé par rapport à la solution qui consiste à fixer la norme à 400 tonnes par entreprise. On pourrait donc se dire que finalement, taxation et marché de droits à polluer sont des solutions égales puisqu'on aboutit au même résultat. En réalité, il peut être difficile pour l'État de déterminer le bon niveau de taxe, c'est-à-dire celui qui va inciter les entreprises à réduire suffisamment leur volume de pollution pour que l'optimum déterminé par l'État soit atteint. Dans le cas d'un marché de droits à polluer, la quantité de pollution maximale est de facto respectée et les coûts sont minimisés par le marché. Toutefois, le problème de savoir quel est le quota d'émission optimal se retrouve dans les deux systèmes. Pour résumer, on dira que, en théorie, fixer une norme d'émission n'est pas très efficient.
Personne en particulier n'y gagne. L'État doit trouver la quantité de pollution optimale. En ce qui concerne le marché de droits pollués, c'est une solution efficiente où les entreprises les plus innovantes en matière de réduction de pollution peuvent gagner des revenus en vendant leurs droits. L'État doit déterminer la quantité de droits ou permis à distribuer entre les entreprises. Le prix d'équilibre n'est pas connu a priori. Enfin, la taxation des émissions est aussi une solution efficiente. L'État est gagnant puisqu'il encaisse la taxe. C'est lui qui fixe le prix de la pollution, c'est-à-dire le taux de la taxe. La quantité d'émissions résultante n'est pas connue a priori. En théorie, la solution de Pigou semble parfaite, mais en réalité, elle peut être très difficile à mettre en œuvre, car pour déterminer le niveau de production optimal Q étoile, et donc le niveau de pollution, il faut pouvoir évaluer les fonctions de coût marginal social et de coût marginal privé, sans quoi l'État risque de sur- ou sous-évaluer le montant de la taxe nécessaire pour parvenir à l'optimum social.